4 quarts politique de la semaine, le rendez-vous hebdomadaire du dimanche matin qui vous aide à décrypter, à analyser, à approfondir l'actualité de la semaine. Nos intervenants cette semaine, François Hesbourg, conseiller spécial de l'Institut d'études stratégiques basé à Londres, qui revient de Kiev, qui revient aujourd'hui même de Kiev et qui va nous raconter tout. Nathalie Saint-Cric, directrice du service politique de France 2, Noémie Aligoua, i24 News. Nous parlerons de la contre-offensive ukrainienne, de la rentrée politique en France, des obsèques officielles de la reine Elisabeth, de la mort de Jean-Luc Godard et du reste. François Hesbourg, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous revenez de Kiev et vous allez nous raconter ce que vous avez vu. On peut aller aujourd'hui à Kiev sans risque ? On peut aller à Kiev par le train et uniquement par le train, 13 heures dans un sens, 13 heures dans l'autre, dans des conditions de confort approximatives. Pourquoi le train ? C'est pas par esprit écologique, mais parce que les Russes ont, depuis le début de cette guerre, empêché tout trafic aérien civil avec l'Ukraine. Donc l'Ukraine est un pays pays européen, qui a été isolé complètement du reste de l'Europe par les forces des armes, à cette exception près. Sans risque, actuellement, la réponse courte est oui, mais évidemment, ça dépend aussi de du cours que la guerre peut prendre dans les jours et les semaines qui viennent. Alors, on ne va pas vous demander des détails, mais vous êtes passé manifestement par la Pologne et vous avez fait 13 heures de train ? 13 heures de train dans un sens, 13 heures de train dans l'autre, c'est la norme. Et encore, c'est une norme privilégiée puisque j'étais dans un wagon spécial donc, qui ne marquait pas d'arrêt. Et vous avez même fait un colloque sur place, vous avez vu tout le monde, vous avez vu le président Zelensky, vous avez vu la vie quotidienne en Ukraine aujourd'hui. Les gens vivent au rythme des alertes. Alors à Kiev, comme Paris n'est pas la France, Kiev n'est pas toute l'Ukraine. Kiev n'a pas reçu de ferraille depuis le ciel depuis la fin du mois de juin. La ville fonctionne, j'allais dire, normalement. Les habitants qui ne sont pas mobilisés dans les forces armées ou les femmes et les enfants réfugiés à l'étranger, bien sûr, ne sont pas revenus, mais enfin, un gros 2/3 de la population est là, la rue est animée. Les spectacles de la rue, il y a très peu de militaires dans la rue, et il y a très peu d'affiches de propagande. Ça aussi, ça m'a frappé. Il y en a, bien entendu, le contraire serait vraiment étonnant, mais il y a beaucoup plus de publicité, comme on en voit dans les rues de nos villes, que de propagande. Donc il y a vraiment un sentiment de normalité recherchée. J'étais frappé par l'élégance des femmes, en termes d'habillement. Les hommes, j'allais dire, autant qu'on puisse faire un jugement qualitatif d'ensemble, mais marche avec assurance. Les gens ne se planquent pas. Alors le rythme des alertes, oui, il y a eu 4 alertes pendant les 2 jours que j'étais à Kiev, un jour, 2 le lendemain, sont ce qu'on appelle des pré-alertes, c'est-à-dire dès qu'il y a des engins, des missiles de croisière et autres qui arrivent dans le ciel ukrainien, ils sont repérés. La sirène sonne, les gens savent où se trouvent les abris sont ouverts, les gens ne se précipitent pas aux abris, c'est pas le but de l'opération, et c'est seulement si la trajectoire est confirmée vers telle ou telle ville que les gens de la dite ville vont effectivement se précipiter comme il se doit dans les abris. Et une fois que c'est passé, la vie reprend son cours normal. La vie ne
interrompt même pas. C'est une situation un peu différente de celle d'Israël où les durées d'alerte, pour des raisons géographiques évidentes, sont beaucoup plus courtes. C'est-à-dire en Israël, lorsque vous avez la première alerte, la première c'est aussi la dernière. C'est-à-dire vous recevez votre message sur votre mobile. Et si vous êtes en voiture, vous vous glissez tout de suite sous la bagnole, par exemple. En Ukraine, les durées sont plutôt du style 10 minutes, un quart d'heure, ce qui laisse le temps, le cas échéant, de se retourner. Évidemment, si on a le malheur d'être dans le cœur de cible, comme ça a été le cas à Kharkiv l'autre jour, à ce moment-là, effectivement, il vaut mieux effectivement être aux abris. Alors Zelensky, le président ukrainien, vous l'avez vu après la contre-offensive de l'armée ukrainienne et à son retour d'Izium. Le lendemain de son retour d'Izium, les médias ont rapporté qu'il y avait eu un accident de voiture assez banal, mais visiblement ça ne l'affectait pas plus que ça. En tout cas, ça ne se voyait pas au sens strict du terme sur sa figure. Un homme qui ne donnait pas l'impression d'être physiquement ou psychiquement épuisé. Il est jeune, et il est encore jeune, il est vigoureux, très maître de ses dossiers, dans la discussion, pas du tout cabotin. Il aurait le droit de l'être, puisque c'est son métier. Je veux dire, il vient du monde du spectacle. Et au contraire, une maîtrise très très grande, y compris sur des sujets périphériques par rapport à la conduite de la guerre. Et pas d'esbrouf, ni qu'il s'agisse de lui ou de son entourage, et pas du tout le sentiment d'être emporté par la victoire qui vient de se dérouler, qui est une victoire militaire, certes locale, mais stratégiquement très importante et militairement absolument brillante et remarquable. On enseignera dans les écoles de guerre, on étudiera dans les décennies qui viennent cette fameuse offensive qui est à l'égal, au plan technique, de, mettons, la traversée du canal de Suez par Sharon à la fin de la guerre des 6 jours. C'est en temps militaire. La guerre de Kippour. De Kippour, oui. C'est de cette qualité-là. Mais il ne se laisse pas, visiblement, il ne se laisse absolument pas emporter par l'envie de pousser l'avantage au-delà de ce qui serait militairement raisonnable. Je dois dire que dans les discussions avec les militaires, avec les politiques, puisqu'on n'a pas seulement vu le président Zelensky et quelques-uns de ses collaborateurs, ça a été, le sentiment de maîtrise et de calme, non plus dans l'adversité, puisque l'Ukraine est militairement dans une posture nouvelle, positive en ce moment. Pour vous, c'est un moment de bascule. C'est un moment de bascule. Et pour lui aussi, vous avez eu le sentiment qu'il avait vivait ça comme un moment de rupture. Pour lui, dans l'immédiat, bien entendu, dans l'immédiat, il est toujours plus simple d'être dans la situation du vainqueur du moment, puisque là, il est dans une situation de vainqueur du moment. Mais tout homme qui s'est frotté au pouvoir, et c'est évidemment son cas, on sait aussi que c'est quand les choses vont mieux que les querelles peuvent, le cas échéant, commencer, ne serait-ce que parce qu'il peut y avoir des ambitions concurrentes. Le cas d'Israël en étant un. Comme le dit, je crois que c'est le maréchal Joffre qui disait je ne sais pas qui a gagné la bataille de la Marne, mais je sais qu'il aurait perdu. Vis-à-vis de tel, il ne manquera pas en Ukraine, dans les mois qui viennent, si l'offensive initiale persiste, on ne manquera pas de gens qui revendiqueront la victoire.
et politiquement, ce sera peut-être un petit peu compliqué à gérer. Mais pour le coup, politiquement, ce sont des problèmes de riches, des riches en termes de situation par rapport au déroulement de la guerre. Le sentiment est celui d'une guerre qui, dorénavant, est conduite avec une Ukraine qui est dans l'ascendant. On est, encore pour prendre une comparaison avec Israël, on est dans l'équivalent de la guerre d'indépendance. Au début, on en prend plein la gueule, et puis ensuite, on finit par, à la force du poignet, à remonter la pente et à créer une dynamique favorable militairement et politiquement. L'Ukraine en est pour l'instant à ce stade. Ça ne préjuge pas, évidemment. Voilà, c'est encore, on ne peut pas dire que la guerre est finie, loin de là. Loin vous de là, m'avez loin de là. montré des photos que vous avez prises, et je vous remercie de nous donner la primauté sur ces choses vues, puisque elles sont toutes récentes. Vous êtes revenu hier et que vous avez passé quand même 4 jours là-bas et vous avez vu beaucoup de monde. Vous m'avez montré une jeune femme tenant d'un bouquet de fleurs, enfin des tournesols, devant un char calciné. Mais vous m'avez dit aussi, c'est Oradour tous les jours. Ben, oui, lorsqu'il y a eu les massacres de Boutcha, que tout le monde, à la fin du mois de mars, que tout le monde a vu, on en a beaucoup commenté, on pouvait au moins espérer que c'était le produit d'une situation particulière, avec une unité militaire russe particulièrement désordonnée ou indisciplinée, ayant subi un coup d'arrêt brutal sur le champ de bataille, désireuse de se venger, et que ce n'était pas là le mode défaut, si je puis dire, de la guerre russe. Non, quand les Russes occupent un endroit, ils tuent. Et ils tuent des civils. À Izium, qui a été donc prise de façon très rapide, très soudaine, dans le cadre de la fameuse offensive de la semaine dernière. Il y a 45 000 habitants. On a pour l'instant sorti 443 cadavres de gens qui sont morts pendant l'occupation russe qui a duré plus de 4 mois. Donc les Russes avaient le temps de montrer quelle était la façon dont ils entendaient gouverner ce pays qui pour eux n'existe pas. L'Ukraine n'est pas un pays, n'est pas un État, n'est pas une nation, selon le récit russe. Donc si vous tuez les gens, c'est pas grave puisqu'ils n'existent pas. Et sur ces 443, d'après les rapports que je vois du côté occidental, hein, pas du côté ukrainien, près de 100% de ces malheureux ont été l'objet de sévices et ont été tués. Ils ne sont pas morts de leur belle mort. Et à Kherson, il y a toutes les raisons de craindre, lorsque cette ville tombera, ce qui devrait être le cas assez rapidement maintenant, une ville de 500 000 habitants, c'est quand même plus important qu'Izium. Chacun s'attend à ce qu'on trouve des charniers. Et ça nous renvoie aux pratiques de la fin des années 30 de Staline, comme des autres grands dictateurs de l'époque. Du massacre des paysans en Ukraine dans les années 30. Ou le massacre de Katyn, où les officiers polonais, prisonniers de guerre, étaient assassinés à la chaîne, 20 000 en une journée, des trucs dans ce genre-là. C'est-à-dire, c'est la question du Nuremberg. Alors vous avez dit, puisque la Russie est de nouveau accusé de crimes de guerre, et vous avez dit il y aura forcément un Nuremberg. Oui, vous en êtes sûr? Oui. Alors là, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de... Le droit de la guerre est évidemment un domaine un peu particulier. Les mots droit et guerre ne font pas bon ménage. Mais le fait est, et ceci est vrai de tous les temps et sous tous les cieux, c'est la puissance occupante qui est responsable
de ce qui est fait par la puissance occupante dans les lieux qu'elle occupe. Et par les d'Izium, les Russes étaient là pendant 5 mois. Et donc, s'est débrouillé pour tuer 443 personnes, ce n'est pas quelque chose qui incombe, dans la responsabilité, incombe à quiconque d'autre que la puissance occupante. Eh bien, ça veut dire en clair que, comme ça a été le cas pour la Bosnie, Srebrenica et ainsi de suite, ou comme ça a été le cas au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il va forcément falloir procéder non plus seulement aux enquêtes préliminaires qui ont commencé dès l'invasion de l'Ukraine. Le tribunal pénal international, la Cour criminelle internationale, avait très rapidement, et à son crédit, entamé avant même Boutcha une enquête préliminaire. Mais il va falloir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire à l'incrimination, l'instruction et l'incrimination. Sans compter qu'il y a des scènes, vous m'avez montré sur un immeuble l'inscription mort au pillard. Ouais. C'est un grand classique de la Deuxième Guerre mondiale. Hein, ville bombardée, immeubles dont les occupants avaient soit dû fuir, soit ont été tués dans le bombardement. Que fait l'autorité locale? Elle va mettre des affiches pour dire les pillards seront châtiés, morts aux pillards. Alors ça, effectivement, je l'ai vu à Irpin, ce genre de... C'est une guerre comme on n'a pas vécu en Europe depuis 1945. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Et les gens qui s'imaginent que ça reste une sorte de chose un peu exotique, un peu spéciale, avec des gens qui ne sont pas vraiment comme nous. Non, c'est vraiment, quand vous allez à Irpin, c'est en termes de sociologie, de paysage urbain, c'était une banlieue, classe moyenne supérieure avant la guerre, très agréable, très feuillu, avec des immeubles très bien bâtis, puisque beaucoup d'entre eux sont troués d'obus de toutes parts, mais sont restés debout. Une autre façon de dire que si tout ça se passait à Boulogne-Billancourt, ce serait à peu près pareil. Alors, la semaine a été marquée aussi par la rencontre, peut-être que vous étiez là-bas pendant la rencontre entre Poutine et Xi Jinping, et il faut avoir peur de ce nouvel attelage. Moi j'aurais très peur pour Poutine, oui, parce qu'il s'est fait traiter, il s'est fait humilier par ses pairs, supposait-elle, dans l'organisation de coopération de Shanghai. C'est de ça dont il s'agit. Le président tadjik, je mets le président tadjik, Tadjikistan, c'est pas une superpuissance, qui le fait poireauter délibérément, de toute évidence, devant les caméras, avec un Poutine qui commence à se trémousser. Et quand Poutine se trémousse, c'est qu'il est vraiment fâché. Hein. Quand le lama lui est fâché, lui toujours faire ainsi. Hein. Il se fait... Ou quand il s'enfonce dans son fauteuil. Ah oui, il s'enfonce dans son fauteuil. Ou le Premier ministre indien, Modi, alors là, pays important, qui lui fait la leçon sur le thème « faut pas que tu fasses la guerre, Coco ». Et tout ça était très désagréable. Alors le pompon, c'est Erdogan, qui ne fait pas partie, la Turquie ne fait pas partie de cette organisation. Et Erdogan dit, ah oui, la Turquie aimerait bien faire partie aussi de l'organisation de coopération de Shanghai. Ligne de résultat, la Russie est vu comme un loser. Poutine est vu comme un loser. On l'a vu à l'Assemblée générale des Nations Unies sur le fait de savoir si Zelensky pouvait s'exprimer à distance à l'Assemblée générale des Nations Unies. Même la Chine n'a pas voté avec la Russie. Il y a eu, je crois, sur 193 États membres de l'ONU, 5 pays qui ont voté avec la Russie et 20 pays qui se sont abstenus. Adieu la montée du monde anti-occidental, thématique que nous sert Moscou, mais que nous servent aussi beaucoup d'observateurs dans nos propres pays. C'est Poutine qui sait fabriquer son isolement.
Alors, et il nous reste malheureusement seulement 2 minutes et on aurait tellement de questions à vous poser, à la fois comme spécialiste des relations internationales et à la fois comme témoin, puisque vous revenez d'un séjour et vous avez vu à peu près tout le monde là-bas. La première question, c'est la France, comment est-elle perçue aujourd'hui en Ukraine à partir de ce que vous avez vu? Et puis une deuxième chose, quelles sont les conséquences aujourd'hui du conflit russo-ukrainien sur le Proche-Orient, s'il y en a? Ouais. Alors, je commence par la dernière question. J'ai entendu, et je ne vais pas rentrer dans les détails sur qui me l'a fait entendre, mais vous pouvez imaginer, des mots très durs sur la politique actuelle d'Israël. En Ukraine, on comprend très bien qu'Israël doit ménager les intérêts russes, notamment à cause de la situation en Syrie. Ça, c'est compris. C'est pas plaisant, mais en commun. Par contre, le fait qu'Israël refuse de livrer des systèmes antimissiles à l'Ukraine au moment où à peu près la seule chose que les Russes peuvent faire contre l'Ukraine avec efficacité en ce moment, c'est le bombardement des villes, donc par des missiles, c'est pas très agréable. Et j'ajouterais que quand les Israéliens expliquent qu'ils en ont d'abord besoin pour eux-mêmes, ce que je comprends, Israël en même temps travaille avec l'Allemagne sur son système antimissile en Allemagne. Non, Israël ferait bien de réfléchir un petit peu à ses priorités je comprends pour le coup la colère, parce que c'est à peu près le seul moment de toute la visite où j'ai entendu des mots de colère. Alors un mot sur la France, mais vraiment 10 secondes. Bon. À partir du moment où le président français a cessé d'employer des mots comme « il ne faut pas humilier la Russie », où on a prétendu jouer les médiateurs entre un pays qu'on prétend soutenir et un pays a priori qui n'est pas tout à fait du même côté, à partir du moment où on ne parle plus dans ces termes, on ne nous néglige plus, on ne nous insulte plus. Mais dire que les gens sont contents de la politique française, ce serait quand même une exagération. Merci François Hesbourg. On va marquer une pause et le 4 quarts politique revient dans un instant avec Nathalie Saint-Cric pour parler de la rentrée politique et Noémie Aliwa qui revient de Londres. Radio J. Noémie Aliwa, bonjour. Bonjour Shlomo. Vous avez suivi les obsèques de la reine d'Angleterre pour I24 News. Des milliers de personnes font la queue encore aujourd'hui pendant plus de 18 heures pour s'incliner devant la dépouille d'Élisabeth II. Vous avez pu toucher du doigt cette extraordinaire ferveur autour de la reine? Oui, il y a une émotion et ce qui est vraiment frappant, c'est que justement, c'est vraiment tout le monde. Les jeunes, les personnes âgées, les personnes de toutes origines, de toutes confessions. Il y a vraiment une communion nationale autour de cette figure de la reine. Et c'est vrai que ça se ressent sur le terrain de façon très, très forte. Il y a une grande émotion. Et en même temps, évidemment que personne n'est surpris de cette disparition. Personne n'est surpris de la mort de la reine. Elle avait, je le rappelle, 96 ans. Elle a traversé l'histoire. Elle a plus de 70 ans de règne. Elle a donc bien vécu. On savait qu'elle était malade. Donc le peuple britannique était préparé à cela. Malgré tout, l'émotion, bien sûr, est tangible et très intense. Et puis, c'était une reine qui était aussi extrêmement populaire et on ne sait pas véritablement si le nouveau roi Charles, il faudra qu'on s'habitue parce qu'on a tendance à dire encore le prince Charles parfois, enfin personnellement, mais du coup, le nouveau roi Charles III, nous verrons s'il bénéficiera de la même popularité, ce qui n'est pas évident. Alors qu'il est, ce n'est pas vraiment le cas. On attend 1 million de personnes aux obsèques ce lundi, en présence de nombreuses personnalités officielles. On attend en même temps beaucoup de Britanniques, naturellement, mais aussi des non-Britanniques. C'est un événement planétaire. Oui, c'est un événement planétaire et pour tout vous dire, lorsqu'on a nous-mêmes réservé nos billets d'hôtel pour être sur place au moment des funérailles, eh bien, nous avons, comme on dit en français, galéré. C'est-à-dire que nous avons vraiment beaucoup cherché parce que tous les hôtels, les Airbnb, les palaces sont complètement bouclés et ça, dans le centre de Londres, autour, dans la périphérie de Londres, il faut vraiment vous éloigner pour essayer de réussir à trouver une chambre d'hôtel. Et ce qui montre véritablement à la fois la ferveur, mais aussi, oui, on s'attend à un événement exceptionnel, un événement
qui dépassera très largement, évidemment, l'histoire de la Grande-Bretagne. C'est un événement, moi je dis, c'est un petit peu le centre du monde en ce moment. Même si, vous le savez bien, certains pays, n'ont pas été invités. Poutine n'a pas été invité aux funérailles et il n'est pas le. Tout à fait. Et tous les représentants de la Russie, c'est important de le dire, parce qu'ils auraient pu inviter éventuellement un second couteau, si je puis dire, de la Russie, mais non. Aucun représentant de la Russie, et pas seulement de la Russie. Alors, il y a 6 pays qui n'auront pas de représentants à cette cérémonie officielle. La Russie, la Biélorussie, la Birmanie, la Syrie et l'Afghanistan. Tous pour des raisons, bien sûr, politiques. Mais enfin, il a été très touché. Il a eu l'impression, Poutine, d'être un peu un paria. Et il y a eu une réaction officielle à Moscou très dure, disant les Britanniques sont aux côtés des nazis. Ce qu'ils ont toujours dit d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire on a bien compris depuis le début de l'invasion de l'Ukraine pour la Russie, tout ce qui n'est pas du côté de la Russie est du côté des nazis, puisque l'Ukraine est elle-même du côté des nazis, selon le discours de la Russie, ce qui est assez dans l'air du temps. On parle souvent d'ailleurs de dans les conversations au quotidien, on parle de ce point Godwin, c'est-à-dire tout revient à Hitler. Là, tout revient aux nazis, même des choses qui n'ont a priori pas grand-chose à voir avec la choucroute. Alors, on a sorti aussi les grandes orgues en France pour d'autres obsèques, celle de Jean-Luc Godard. Alors, c'est pas tout à fait votre génération, vous êtes beaucoup plus jeune, mais est-ce que ça évoque pour vous quelque chose, le nom de Godard ? Écoutez, bien sûr que ça évoque quelque chose, même si je ne suis pas particulièrement cinéphile, alors je n'ai pas vu ses films, mais je sais que c'est un grand cinéaste, je sais qu'il a compté dans l'histoire du cinéma, je sais que pour beaucoup de personnes, il représente quelque chose, il a inventé quelque chose et il a gagné une forme de respect dans sa profession et bien au-delà, puisque malgré tout, effectivement, lorsqu'on a appris sa mort, c'est devenu un petit événement national en France, ça a fait l'ouverture, la une de tous les médias, c'est-à-dire que véritablement, tous les cinéastes, tous les réalisateurs, tous les producteurs ou même tous les acteurs n'ont pas ce type d'écho. Et lorsqu'on l'a, c'est généralement qu'on a réussi à marquer l'histoire de sa profession. Voilà. Alors, il y a eu cette réaction très dure de Gérard Darmon, disant qu'il ne voulait plus voir les films de Godard. Et évidemment, les réseaux sociaux lui sont tombés dessus, avec raison. Écoutez, je sais que mon point de vue n'est pas forcément celui qui est le plus partagé au sein de la communauté juive, mais malgré tout, il me semble qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant de ne pas tomber dans le wokisme, c'est-à-dire de ne pas réduire une œuvre, une carrière ou un artiste à ses opinions politiques. Sinon, on tombe dans le travers qui me semble dangereux, c'est-à-dire que on tombe dans le révisionnisme, on tombe dans le vous savez ce grand mouvement de la cancel culture qui veut abattre les idoles, qui ne veut plus qu'on parle de Napoléon parce que Napoléon a rétabli l'esclavage, qui ne veut plus qu'on parle de certains auteurs. Oui, mais avec qui Godard sur par exemple sujets, il ne s'agit pas de dire. On n'est plus dans l'opinion politique. On est dans autre chose quand il compare Golda Meir et Hitler, etc. On est dans l'antisémitisme. Ou quand il profère des propos vraiment antisémites contre son ancien ami François Truffaut, on n'est plus dans l'opinion politique. Il me semble que son antisémitisme n'est pas à remettre en question. C'est un fait, Godard était antisémite. Maintenant, la question, c'est de savoir si on doit le réduire à cela. Et encore une fois, si on pose cette question sur Godard, on la pose aussi pour beaucoup d'artistes. La question s'est très largement posée au moment de la réédition des pamphlets de Céline. Et donc, la question, c'était de savoir est-ce qu'on pouvait encore lire Céline ou non ? Est-ce qu'on peut aujourd'hui encore voir les films de Godard ou non ? Et moi, qui a un amour profond de l'art, de la littérature, de certains films aussi, il me semble qu'il faut être extrêmement vigilant avec ce réductionnisme, parce que sinon on se coupe d'une part de l'histoire, et en plus, il me semble qu'on tombe dans une forme de bêtise, d'idiotie, et c'est un sacrifice qui est trop important. Il me semble que la démarcation doit être extrêmement précise et bien faite entre l'opinion politique et le fait même de dire qu'il est antisémite, ce qui est le cas, comme encore une fois, il y a des artistes qui sont ou qui ont été racistes, et il faut le dire. Je veux dire, il ne s'agit pas de l'évacuer cette question, il faut le dire, mais on ne doit pas pour autant se couper
de certaines œuvres. Un peu comme pour Céline, il faut lire le Voyage au bout de la nuit, mais il ne faut pas lire Bagatelle pour un massacre. Oui, voilà, ça, et ça se pose pour tout. Et ça se pose, si vous voulez, pour beaucoup d'artistes. Et ça, la question s'est posée aussi avec Picasso, avec Gauguin, des hommes qui n'ont pas respecté les femmes, qui ont été extrêmement misogynes. Est-ce que parce que ils se sont comportés comme des salauds, eh bien, on ne doit plus admirer leur œuvre? C'est la même question, tout cela. On en arrive au même sujet. Et moi, je suis vraiment assez libertaire sur cette question de la liberté d'expression. Je pense qu'il faut autoriser une liberté d'expression la plus large possible. Pourquoi ? Je pense que l'art a une vertu cathartique. C'est-à-dire que l'art permet aussi parfois d'exprimer une forme de violence, et il est bien qu'elle s'exprime dans l'art plutôt qu'elle s'exprime dans la rue. C'est mon avis. Je pense que justement... vous avez des auteurs qui sont extrêmement virulents dans leurs écrits et c'est un exutoire pour eux, si vous voulez. C'est un exutoire. Vous avez des auteurs, moi je pense à Léon Bloy, qui est véritablement un des auteurs français qui a écrit aussi des livres profondément antisémites, mais qui est un virulent contre l'humanité tout entière. Et quand vous lisez Céline est antisémite, mais Céline n'est pas que antisémite. Il est misogyne, il est raciste, il est tout ce que vous voulez. Il déteste l'humanité. C'est un profond misanthrope. Et donc, je crois qu'il faut se permettre cette complexité. Sinon, on en arrive dans des combats politiques délirants et, encore une fois, extrêmement qui nous appauvrissent intellectuellement. Alors, on reviendra sur ces thèmes dans les semaines qui viennent, et comme on reviendra aussi sur un thème qui a marqué la semaine, c'est la convention lancée par Emmanuel Macron sur la fin de vie. On en reparlera la semaine prochaine avec Jean-François Delfraissy, parce qu'on est dans le domaine de l'éthique plus que du politique. Il y a un aspect politique, et on en parlait il y a un instant avec Nathalie Saint-Cric, mais Haïm Corsia disait à propos de cette convention sur la fin de vie et à propos de l'euthanasie, c'est une rupture anthropologique. Oui. Alors, vous rejoignez ça, ça vous parle? Je veux dire, qu'on soit d'accord ou non avec l'euthanasie, c'est manifestement une rupture anthropologique, puisqu'il s'agit de légaliser, ou en tout cas de légiférer sur la vie et sur la mort. C'est-à-dire que on pourrait, en tout cas c'est la question qui se pose actuellement sur ce sujet, autoriser ce que certains peuvent considérer comme un assassinat. C'est des questions éminemment éthiques, beaucoup plus que politiques, et c'est des questions aussi religieuses, et c'est la raison pour laquelle vous évoquez Haïm Corsia. On sait aussi que les chrétiens sont très en pointe et très militants dans toutes ces questions qui sont liées aux sujets sociétaux, surtout. Beaucoup plus d'ailleurs que les juifs. C'est dans la lignée aussi du mariage pour tous, du mariage entre hommes, de la GPA, de la PMA, l'euthanasie. Tout ça fait partie d'un grand tout qui est lié aux questions sociétaux, qu'on peut aussi aborder par le prisme du religieux. C'est-à-dire que le religieux place, en tout cas pour cette question de l'euthanasie, la vie au-dessus de tout, et donc évidemment est contre cette idée de politiser cette question extrêmement sensible. Et en même temps, si on veut donner aussi le point de vue inverse, je regardais ce matin un témoignage sur le petit média en ligne Combini, qui donnait la parole à des personnes qui sont atteintes de maladies incurables, qui souffrent énormément et qui sont obligées d'aller se déplacer en Belgique pour s'éteindre, parce que la vie est insupportable pour eux. Donc c'est une question extrêmement compliquée, et on peut entendre aussi les revendications de tous ceux qui n'ont pas envie de quitter leur famille, leurs amis, leurs habitudes pour s'éteindre, alors même que c'est ce qu'ils le souhaitent plus fort que tout, de façon plus forte que tout. Mais vraiment, la question, c'est de savoir quel est le rôle de l'État dans tout cela. Est-ce que véritablement, c'est à l'État de légiférer? Est-ce que c'est à l'État de s'immiscer dans des questions aussi intimes que celles de la vie et de la mort? Alors, dernier point, c'est, vous avez suivi, j'imagine, l'ouverture du procès de l'attentat de Nice. Là encore, on voit réapparaître l'idée que c'est pas un terroriste, c'est un fou. Oui.
Vous savez, c'est un grand classique. On l'a vu avec l'affaire Sarah Halimi. Alors, je sais que chez vous, Michel Zerbib suit ça de près. Il était d'ailleurs au tribunal pour suivre tout cela en détail. Ce qui est certain, et je pense que la question de fond, si vous voulez, qui se pose dans cette histoire, c'est que ces procès-là, qui sont titanesques, qui sont pharaoniques, à partir du moment où les accusés principaux ne sont pas présents, on peut se poser la question de leur utilité. Il y a une utilité cathartique, c'est-à-dire oui, ça permet aux victimes de s'exprimer, de comprendre certaines choses, mais de toute façon, leur douleur continuera à exister, d'une part, et d'autre part, encore une fois, les principaux accusés, c'est-à-dire la justice sert quand même normalement à permettre une justice et à faire en sorte que les accusés payent leur dû. En l'occurrence, ils ne sont pas présents, puisque en l'occurrence, dans l'histoire de l'attentat de Nice, l'accusé, évidemment, a été abattu par la police le soir de l'attentat. Alors, il reste peu de temps, on arrive au terme de l'émission, mais comme vous êtes la dernière de séquence du 4 quarts politique, on va vous demander votre coup de cœur de la semaine ou votre coup de griffe. Mon coup de cœur ou mon coup de griffe ou même mon coup d'humour. J'avais envie de vous raconter ce que j'ai lu dans un article de BFM TV, mais qui a repris la presse étrangère, en l'occurrence américaine, sur les exigences de Charles III. Alors, je vais vous citer quelques-unes de ces exigences. Monsieur veut qu'on lui repasse ses pyjamas et ses lacets. Il veut aussi qu'on étale 2 cm de dentifrice. Attention, pas plus que 2 cm sur sa brosse à dents. Il demande aussi qu'on remplisse à moitié sa baignoire d'eau tiède. Il demande aussi à chaque fois d'emporter sa lunette des toilettes et des papiers toilettes Kleenex Velvet et qu'on réchauffe son fromage. Ça fait partie des quelques exigences de Charles III et ça méritait d'être raconté sur votre antenne. Et qu'on lui mette des stylos qui ne coulent pas. Oui, aussi, évidemment. Ouais. Monsieur est exigeant, vous comprenez. Merci, c'était le 4 quarts politique de la semaine avec cette semaine François Hesbourg, Nathalie Saint-Cric et Noémie Aliwa. Bon dimanche à tous.